Félix de Penny Yourself pour BGP Music Live. Welcome to VGG Music Live. La dernière fois, je t'ai vu au Trianon. Ouais. Et là, depuis, il y a eu quelques dates, ça a un peu repris. Ouais. Il était comment, par exemple, le public suisse la semaine dernière? Ah, il était bien. Mais la Suisse est toujours bien, déjà, il n'y avait pas de crash barrière, donc on était au contact du public. Et puis, mais après, on a toujours eu un bon contact avec le public suisse. Ou l'inverse, les deux. Là, t'as sorti l'EP Def Glam 23. Ouais, ou 23, au choix. Et j'aime beaucoup la couleur des deux nouveaux titres. C'est venu comment l'inspiration et au niveau de la direction artistique? Ah, c'est. Alors. Il y a des groupes intelligents qui réfléchissent et qui se demandent vers quelle direction ils vont aller. Nous, on a répété et à la fin, les trois morceaux qui ressemblaient à quelque chose et qu'on a joué en concert, c'était ceux-là. Donc il n'y a pas eu. On ne s'est pas assis autour du feu en disant alors, on va faire quoi on va faire sonner les nouvelles compos, comment. À chaque fois qu'on se dit ça, on en revient toujours à deux trucs. Il y en a un qui dit on devrait faire un truc hyper bourrin, mais genre hyper speed. Une fois sur deux, c'est moi, une fois sur deux, c'est pas moi. Et puis une fois sur deux, il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi on fait pas enfin cet album de Doom Electro qu'on a toujours eu envie de faire? Et à la fin, on fait jamais aucun des deux. Et la troisième petite voix, c'est moi qui à chaque fois dit mais quand est-ce qu'on fait l'album de musique afro-cubaine gothique dont j'ai toujours rêvé? Mais ça serait trop de travail. Ça serait bien, un jour, je m'en occupe, mais ça serait trop de travail. Donc du coup, on répète les trucs qui sonnent le mieux, et puis on avait retrouvé trois morceaux qui avaient une unité, mais il n'y avait pas eu de réflexion pour arriver là, quoi. Parce que là, ça fait vraiment 70s. Ouais, mais on a... Là, récemment, des gens me disaient, mais c'est bizarre, des influences 70s chez vous, mais elles ont toujours été là. Le côté hip-hop Stooge a toujours été là, le côté Cramps, c'était peut-être camouflé par des couches d'électro où on s'en rendait pas compte. Alors même moi, basiquement, l'essentiel de la musique que j'écoute, c'est plutôt 68, 78 qu'autre chose, quoi. Ouais, parce que d'études Penny Yourself, on est un peu du hip-hop subvertiné à chaque fois. Ah, mais après, il y a toujours eu le côté hip-hop, mais Iggy, mais ouais, les Stooges, et puis là... Puis les vieux Alice Cooper, enfin j'aime tous Alice Cooper. Hein, mais après là c'est vrai qu'on est revenu en truc glam, enfin, dans tous les sens du terme, parce qu'on dit le glam c'est aussi bien les groupes anglais complètement teubés qui avaient juste des franges et des pompes comme ça qui faisaient une espèce de hard rock pour minette, et puis à l'inverse on a Roxy Music qui faisait de la musique expérimentale, quoi. Et qui était même pas très très looké, donc nous on assume tous les côtés de la musique glam, du glam Bowie-esque au glam gothique. Non, ce qu'on assume pas, mais parce qu'on n'a jamais été là-dedans, c'est le glam californien, air metal. J'ai rien contre dans l'absolu, mais c'est pas, on n'est pas dans la culture Motley Crue, Guns N' Roses, quoi, on va dire. Mais plus dans les générations précédentes. Ou postérieures à la rigueur, mais qui faisaient du revival. Donc, Non, on aurait pu penser que ça aurait pu passer sur une radio pirate, sur un bateau en Angleterre à l'époque, quoi. Ah oui. Avec plaisir. Bah, les groupes, moi vraiment, les groupes que j'écoute le plus et le plus souvent, c'est des groupes anglais, j'allais dire underground, mais le mot n'a même aucun sens, des groupes qui faisaient les free festivals dans les années 70, quoi, qui étaient des groupes qu'on pourrait qualifier de hippies, mais c'était la version méchante des hippies, genre Hawkwind. Même Motorhead au début, on commençait en faisant des reprises de Velvet Underground, quoi. Premier concert de Motorhead, il y a des reprises de I'm Waiting for My Man, ça paraît totalement aberrant quand on y pense, mais les mythes venaient de là, hein, ils venaient des fleurs, et du LSD. Et elle vient d'où la base de Jug? C'est un riff qu'on traîne depuis des années.
Et même le créateur du riff dans le groupe n'a jamais été très motivé pour en faire quelque chose. Ça fait des années que je dis souvent, ah ce truc, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ça fait des années d'une formation à une autre que je dis non, non, mais ça je veux faire un truc avec, je veux faire un truc. Et le déclic, ça a été je suis tombé sur une boucle, enfin j'ai samplé une boucle de bongo dans un disque totalement obscur en me disant tiens, ça pourrait passer sur le truc, voyons. C'était dans une liste de 25 trucs à tester avec le morceau, parce que vraiment ce morceau m'obsédait tellement, tiens, ça faut essayer. Mais il y avait carrément des trucs, vous essayez des trash metal avec des gros breakdowns. Truc qui avait pas forcément aucun sens, mais vu ce qu'on en a fait, ça n'aurait plus aucun sens. Et puis là, j'ai sorti ce truc de bongo, on a fait ah bah oui, ouais, voilà, c'était juste le truc, et à partir de là, ça s'est fait tout seul, quoi. Mais le riff, c'est moi qui ai insisté pendant des années. Hein. C'est Perlox, c'est son riff à lui, et chaque fois qu'on disait tiens, on bosse sur quel truc, lui, il l'oubliait systématiquement. Je fais non, moi je veux faire ce truc là. Ah, t'es sûr? Ouais. Voilà. Ouais, c'est hyper joyeux, hyper dansant, c'est limite fait verser une larme quand j'écoutais pour la première fois le clip. Ouais, mais c'est après. C'était vraiment la vibe 70s, tout le roulement de batterie et tout. Ouais, mais c'est comme ça qu'on l'a joué, mais à partir du moment où tu balances des bongos, de toute façon, t'es forcément dans une espèce de truc hippie sous amphétamine, quoi. C'est quand même un peu moins sens d'estime que d'habitude, par exemple, sur tout ce qui est premier album où t'as beaucoup plus poussé l'électro. Là, c'était un peu plus en retrait, mais en complément, on dirait. Oui, oui et non. Mais ouais, c'est venu un peu en dernier, oui. Les parties électro, souvent, on était parti de là, et là, c'est pas forcément le cas. Mais ça fait plusieurs albums qu'on part pas forcément des trucs électro. Après ça, c'était pas vraiment une volonté ou quoi que ce soit. On fait vraiment des trucs et puis ça sonne ou ça sonne pas. Et tant que ça sonne pas, on les joue pas en concert, etc. Quoi. On est devenu un peu plus difficile. Ouais, c'est peut-être ça le truc avant. Il y avait un truc électro qui martelait, on gueulait dessus, on était content, on se posait pas trop de questions. Tant mieux, j'ai aucun regret sur aucun des vieux morceaux qu'on a fait, mais là maintenant qu'on compose, moi j'ai besoin d'avoir un petit truc en plus qui va me faire dire ah ouais, ça vraiment bien, je serais content de l'entendre 10 fois dans une soirée et de le réentendre et de danser dessus, quoi. Pas juste ah, il y a un kick avec une basse, c'est cool. Bon, bah ça. Ouais, j'ai dû écouter le une dizaine de fois de suite, quoi. Ah bah, c'est bien. C'est plus que moi, je crois. Mais pas mal de L40, Knife, j'aime bien la vibe des 3 titres en fait. Bah, y avait un truc qui collait les trois ensemble, ouais, clairement. De toute façon, c'était les morceaux qu'on jouait. Enfin, ça s'est produit tout seul. On s'est retrouvé à avoir ces 3 morceaux de près qu'on jouait, qui fonctionnaient dans le set, qui fonctionnaient ensemble. On les a enregistrés. Voilà. Après, on ne sait pas encore si on va directement enquiller sur un album ou sur un deuxième EP. Ou c'est possible qu'on s'éloigne de ça, quoi. Enfin, pas excessivement. On peut pas faire ma phase death metal est un peu, j'allais dire terminée. Non, rien n'est jamais terminé. mais disons que s'il y a des morceaux très très rapides, on le regardera quand même en côté mélodique. Ça s'est passé comment au niveau de l'enregistrement? Cette fois, vous étiez beaucoup plus... Ouais, on a fait un vrai enregistrement où on a vraiment enregistré la batterie et les guitares et on a mixé. Du coup, ça a été long pour nous parce qu'on a tellement l'habitude de bricoler en studio, à la maison avec mon ordinateur et en prenant on va prendre la cymbale de telle version et ça, et puis bof, là on va pas prendre une vraie cymbale, on va prendre une fausse, ou là tiens, on va prendre tel enregistrement, on répète pour le pont. Non, là on a essayé de faire ça proprement, comme les vrais groupes, et on s'est rendu compte qu'on était vraiment totalement inadaptés. que c'était pas facile pour nous jouer un truc du début à la fin sans erreur. Voilà, mais bon, on a été mixé par quelqu'un qui a réussi
à prendre le matériau et en faire quelque chose. Enfin, on aurait fait quelque chose nous-mêmes aussi, mais ça aurait sans doute été différent. Il a été le gars qui nous a mis, qui fait le son ce soir d'ailleurs, la Mazarin, il a poussé le truc carrément plus loin que ce qu'on aurait fait naturellement, quoi. Genre mettre de la disto sur la voix, c'est un truc que je fais plus depuis des années. Il l'a fait, il a demandé mon avis, je lui ai dit moi j'aurais pas fait comme ça, mais c'est toi qui mixes, fais le truc, c'est cohérent, et voilà. Ouais, j'aime beaucoup la couleur du mix, ce qu'il a bah il y a un truc qui ressemble à rien de ce qu'on a fait pour l'instant, quoi. Et il s'est fait plaisir aussi. Ouais, c'est pour ça quand j'ai foutu le clip de Jack, je fais ok, d'accord, bon, surprenant. Mais comment t'as choisi le Motra Lady et Spin the Pig en live? Alors, ça a été un choix démocratique. Parce qu'on a un concert entier enregistré en multipiste. Et donc, on a fait plusieurs tours de vote. Il a fallu que j'insiste un peu pour avoir les votes d'une partie de mes camarades. Certains n'ont jamais voté, j'ai fait voter ma copine à leur place. Qui n'est pas du tout de même avis que moi, donc ce n'est pas du favoritisme. Et donc à la fin, on s'est retrouvé sur les deux morceaux où on pensait tous que c'était les plus sympas à mettre avec. On n'a pas réfléchi genre est-ce que c'était les meilleurs du concert, c'est plus faire un truc qui colle bien avec les morceaux studio. Voilà. Et puis après, du coup, il y a finalement très peu de mix. J'ai quasiment. Enfin, si, il y a du mix, mais pas énormément, genre les guitares je les ai pas rééqualisées, on a juste travaillé sur les volumes, enfin il n'y a pas de... Bon, il y a quelques tricheries, genre des moments où il n'y avait plus de son sur la guitare, où j'ai été prendre les parties à un autre endroit, mais bon, voilà. À part ça, il n'y a pas eu de pas de trucs réenregistrés, ce qui comparativement avec 99% d'élèves qui sortent est relativement rare. Ouais, je trouvais les titres hyper entraînants pour la version live. Et justement, t'as dit que c'était une captation, est-ce que tu vas relâcher le reste plus tard? Plus tard, ouais. Après, c'était pas le concert du siècle. Il y a des trucs où c'est marrant d'écouter comme ça, mais où j'avais la voix qui partait un peu en couille. Bienvenue dans la cinquantaine, je me mets à avoir des sauts dans la voix comme si je muais, donc j'ai 14 ans à 50. Donc, du coup c'est drôle, c'est sympa, mais après de là on sortit un truc spécifiquement. Après on pense sortir un live sur Detrash Records, qui est un vieux label de hardcore digital où on avait sorti un truc en 2003 à l'époque, un mini live d'une demi-heure. Du coup là on leur a reproposé et ça sera probablement que des morceaux violents, que les morceaux les plus violents, puisque leur fond de commerce c'est de la grosse techno hardcore mélangée du gros black metal hardcore et à du breakcore, donc ils m'ont dit non mais tu peux nous filer tous les morceaux, non on va vous donner les trucs qui speed le plus, quoi. Donc je sais pas quand ça va sortir, mais probablement d'ici la fin de l'année, en accès totalement libre et gratuit sur internet. Et au niveau de l'inspiration des textes pour l'EP, t'as une continuité ou c'est tout le temps faire la fête ou... Non, non, là, c'était pas forcément la fête. Mais après, les textes, plus ça va, plus j'écris des bouts de trucs qui sont recollés les uns avec les autres, parfois au hasard. Enfin non, c'est pas vraiment du hasard, c'est qu'on les essaie. J'ai toujours mes 4 ou 5 textes, et on essaie tel truc sur tel passage. Comme j'ai strictement rien à foutre que ça fasse du sens, que ça ait un sens général, donc on se retrouve avec des trucs où on a un refrain qui n'a rien à voir avec le couplet et vice versa. Et ça n'a peut-être aucun sens littéral, mais ça finit par prendre du sens avec le temps, en vrai. Puis ça correspond à des techniques d'écriture, en découpant des bouts de texte et en les mélangeant. Alors on fait pas exactement comme ça, mais finalement quand un morceau comme Naïf, il y a des morceaux de couplets qui viennent d'un premier projet musical qui n'avait rien à voir, des morceaux de couplets qui ont été pris dans un autre truc qu'on répétait où c'était pas très intéressant, mais on avait ce bout de chant, tiens si on mettait ça là, et ça là, et ça là, et ça là. Et à la fin de quoi ça parle, je serais bien incapable de dire de quoi ça parle, puisque ça parle d'un tas de choses très différentes et qui déjà étaient
flou à la base et ça donne une ambiance, quoi. Mais il faut pas chercher quoi que ce soit de littéral. Pendant très longtemps, on a eu des textes qui parlaient de sexe et de drogue. Là, ça parle peut-être encore de sexe et de drogue, je suis même pas sûr de quoi ça parle exactement. T'es aussi quelqu'un qui lit énormément, tu lis quoi en ce moment? Alors, en ce moment, très exactement aujourd'hui, je suis en train de lire une vieille anthologie de science-fiction. Enfin, je suis sur 3 vieilles anthologies de nouvelles de science-fiction des années 70. Voilà, donc Histoire de demain, dans la grande anthologie de la science-fiction. Puis Univers 02 et Univers 06, qui paraissaient chez J'ai lu à l'époque. Bon, c'est des nouvelles, essentiellement des nouvelles pré-1979 en ce moment. Mais la semaine dernière, ça aurait été autre chose. Et la semaine prochaine, si j'ai terminé ces 3-là, ça sera autre chose. Voilà, j'ai une pile de livres à terminer, à lire, qui, au dernier comptage, c'est entre 300 et 400. Donc, voilà, j'ai acheté beaucoup de livres qui attendent que je les lise. Et sans compter les bouquins que j'ai déjà lus il y a très longtemps et dont je me dis que quand même, il faudrait que je les relise parce que finalement, je me souviens que j'avais aimé, mais je me souviens de rien d'autre. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Disons, après, je suis plus en ce moment, depuis un moment, dans la SF dite de la nouvelle vague des années 60-70, qui du coup est qui n'est plus du tout une nouvelle vague, mais qui était révolutionnaire à l'époque, que j'ai un grand plaisir à relire, même si ça a souvent beaucoup vieilli. Et j'ai une grande détestation de la fantasy, j'en peux plus, pourtant j'aimais ça. Mais il faut que les gens arrêtent d'acheter des livres avec des elfes et des nains et des chevaliers, là, c'est incroyable, faut arrêter ça. Arrêtez tous. Arrêtez, ce n'est plus possible. Non, il faut que je commence le 2e cycle Ender. J'avais lu tout le 1er cycle. Alors, je les ai jamais lus, ça fait partie des grands classiques que j'ai pas lus. Mais j'ai pas le temps de lire tous les classiques. Il y a plein de choses que je ne... Après, je connais suffisamment, je peux même en parler, faire semblant d'avoir lu, mais je vais pas le faire comme ça. Est-ce que tu as une suite sur tes aventures sur l'autoroute? Non, j'ai arrêté d'écrire les histoires. J'ai arrêté d'écrire en général. Pour plein de raisons. Non, ce que t'as goûté sur l'autoroute, ce que t'as goûté sur l'autoroute, ce que t'as l'habitude de... Ah oui. Bon. Il y a trop d'histoires, trop de choses à raconter. Et tu vas faire quelque chose pour les 30 ans du groupe? On s'est tous dit qu'on allait faire quelque chose, mais on sait pas exactement quoi. Donc, nous connaissant, on va se retrouver que ça sera trop tard et qu'on n'aura rien fait de spécial. J'ai émis l'idée que, à la rigueur, on faisait un apéro. Ça serait une bonne occasion. Par contre, on fera probablement quelque chose du coup pour les 30 ans pour les 20 ans de S'Explosive Locomotive l'année prochaine. Où il est question de faire une tournée où on rejouerait en entier. Non pas que je sois très fan des trucs revival, etc. Mais bon, allez, pour une fois, un album tous les 20 ans, rejouer l'intégralité. Pourquoi pas? C'est sur celui-là où il y a Gabriel Zimondé? Ouais. Donc, on n'a pas joué depuis un moment. Les gens réclament tout le temps, t'as pas envie de jouer. Ça fait 10 ans qu'on l'a pas, ça fait 10 ans qu'on l'a pas joué, ouais, donc ça serait l'occasion, effectivement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille. Ah. Travailler, c'est dur. Ouais. Il y a d'autres dates de prévues dans l'année? Ils sont en train de se booker au fur et à mesure. Ils sont en train de se booker, là, on a 2-3 dates dans les endroits que j'ai oubliés. On joue à Dour cet été. Et puis normalement, à la rentrée, pas mal de dates. Mais là maintenant, moi, tant que la date n'est pas annoncée sur les sites des salles, je pars du principe, tant que ça n'est pas confirmé, reconfirmé, ça n'est pas confirmé. Mais normalement, on a pas mal de dates, quelques-unes avec Charlotte, voilà. Justement, quand tu parles de Charlotte,
Il y a Étienne Bianchi qui avait fait un clip pour son projet d'études, c'est ça? Oui. Et là, vous avez vraiment sorti le tout premier clip en quasiment 30 ans de Bienvenue sur Terre. Alors, il y avait eu des clips, mais qui étaient pas des clips où on jouait, quoi. Enfin, si, il y a eu 2 tentatives de clips où on jouait, mais pour moi, je les considère comme un non abouti. D'ailleurs, depuis, je refuse de faire autre chose que chanter dans un clip. J'ai bien dit, moi, je veux bien faire des clips, mais je refuse de faire l'acteur. Vous me mettez un micro, je fais le morceau, mais c'est tout ce que je fais. Je ne fais pas la peur, la surprise, je me dirige vers la sortie, et non, tout ça. Mais ouais, Étienne nous avait fait un truc où du coup on n'avait pas participé directement, mais putain, il avait fait un sacré boulot d'ailleurs. Pour un truc qui n'était diffusé par personne, que très peu de gens ont capté. Ça fait typiquement partie de notre histoire où on fait des trucs dont on est très fiers, mais personne n'est au courant parce que on en a parlé vaguement, mais personne n'est au courant quand même. Voilà. Mais on n'est pas très doué pour se vendre. Il y a des tournées à l'étranger quand même? Là, pas depuis un moment, parce que c'est devenu compliqué pour plein de raisons. Et puis on est relativement cher pour aller jouer à l'étranger en fait. C'est tout bête. On a fait énormément de dates en Allemagne à une époque où on y allait en perdant de l'argent, on y allait au Japon en perdant de l'argent, partout en perdant de l'argent. Et bah, c'était pas grave, on se payait des vacances, on était contents, mais là on a tout bêtement. C'est pas une question de gagner, mais on a même juste pas les moyens d'en perdre, quoi. Donc, puis c'est la vie, du coup ça laisse la place à des groupes qui démarrent, qui eux sont prêts à aller dormir dans leur camion pour aller jouer en Allemagne. Nous c'est plus compliqué. Écoute, on a un public en France, en Belgique, en Suisse. Il y a plein de gens qui voudraient nous voir en Angleterre, mais là maintenant aller en Angleterre c'est n'importe quoi. Des fois, j'aimerais bien être un riche héritier, où je peux subventionner tout ça. Allons nous faire plaisir, allons faire des festivals aux États-Unis. Parce qu'en fait, c'est simple, si t'as un peu d'argent, bah, tu joues où tu veux dans le monde. Hein. Il y a plein de groupes français qui ont fait des tournées aux États-Unis où c'était eux qui organisaient toutes les dates en payant tout pour toutes les dates. Hein. Et je veux dire, tant mieux pour eux, c'est cool, voilà. Et non. Matériellement, nous ne pouvons plus gérer ce genre de choses. Donc, on joue en France et c'est déjà pas mal. Que le public français s'estime heureux, on aurait pu s'arrêter depuis le temps. Hein. Franchement. Bon, heureusement que vous n'êtes peut-être pas arrêté. Non, mais non, de toute façon, moi je sais pas faire autre chose. Hein. Donc arrêter. Si j'arrête, c'est que je suis mort. Hein. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera d'ici 20 ans. Mais, ça va peut-être devenir compliqué de sauter dans tous les coins. Mais bon, je vois des aînés qui ont 10 ans de plus que moi s'en sortir très très bien pour l'instant, donc je me dis que c'est faisable, quoi. Je fais mon fin pour l'interview. J'allais dire frigidaire, mais je l'ai déjà beaucoup dit frigidaire pour une fin d'interview. Réfrigérateur. Aussi. Et là, j'allais dire Calimocho. Parce que tout à l'heure, on a deux nouvelles compagnes sur scène qui à 4 bras. Et donc on leur a donné un petit nom tout à l'heure, c'est Calimocho et Caligula. Voilà, il fallait leur donner un nom. Et le Calimocho est un alcool qui nous a beaucoup accompagnés dans des années émergentes, des soirées entières où on n'aurait même pas joué s'il n'y avait pas eu cet excellent mélange de vin rouge et de Coca-Cola. Qui nous a permis de combattre le froid et la solitude. Maintenant on est raisonnable, on boit moins qu'avant, mais on n'aurait jamais fait le premier album sans Calimocho. La recette secrète du groupe. Ah bah c'était ça vraiment au départ. Vin rouge, Coca-Cola. Personne n'est mort. Et c'est déjà pas mal. Merci à toi. De rien.